Bonjour à tous, sur UltraGreen, je parle régulièrement de société open core, mais je n'ai jamais pris le temps de vous donner la définition précise de ce qu'est une société open core. Alors, sur cette vidéo, nous allons rentrer dans les détails des sociétés qui produisent du logiciel open source et qui font du business sur ce code. Jingle! Donc, commençons sur le sujet des sociétés open core. On va parler ici d'un modèle hybride au cœur de l'innovation logicielle. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement l'open core ? On va essayer de comprendre le fonctionnement, les avantages et les défis de ces sociétés. La définition, l'open core, c'est un modèle d'affaires ou d'entreprise qui développe et maintient une version open source de son logiciel, tout en proposant des fonctionnalités, des services ou des produits propriétaires payants en complément à cette solution. L'objectif, c'est de combiner les avantages de l'open source, l'adoption rapide, la notion de communauté de maintien, la transparence, avec la viabilité commerciale du modèle propriétaire. Donc on va voir jusqu'où ça va, les limites et les différentes déclinaisons. La nature d'une société open core, comme on l'a dit, c'est un modèle hybride, c'est une nature hybride, à la croisée entre le logiciel entièrement libre et le logiciel propriétaire traditionnel. Donc, on va voir ici la notion de cœur open source, la base du produit, c'est la version fondamentale du logiciel. Quand on parle d'open core, on parle quand même de sociétés qui produisent un code logiciel open source, distribué sous une licence open source. Et là, on a déjà discuté de ce sujet quand on avait vu la vidéo sur Redis. Il faut que ce soit une licence qui soit reconnue par l'OSI, par l'Open Source Initiative. Typiquement des licences comme l'Apache, MIT, GPL, AGPL. Il doit être accessible gratuitement, puisque sinon il ne peut pas être open source. Le code source est ouvert et il continue à permettre l'introspection, la modification, la redistribution. L'avantage pour l'entreprise, c'est que du coup, elle gagne, comme on l'a dit, en adoption, la rapidité d'adoption. Le logiciel peut être directement téléchargeable, donc directement utilisable. Ça facilite l'entrée du produit sur le marché et l'adoption par les développeurs et les petites entreprises. Ça améliore l'adoption massive parce que du coup, le logiciel va se démocratiser dans sa version gratuite et il va attirer un nombre d'utilisateurs qui va faire qu'au bout d'un moment, d'autres entreprises qui ne seraient pas allées de façon volontaire vers ce logiciel vont vouloir s'y intéresser et vont vouloir l'utiliser. Et là, potentiellement, ils ne vont pas pouvoir le faire de façon complètement autonome et c'est là qu'on va voir comment on rentre en compte le modèle open core. On garde le bénéfice de la notion de communauté. Alors, je vous encourage à regarder la vidéo sur Redis pour bien voir les dérives potentielles, les limites, et faire attention que quand on a fait le choix de l'open source, quand on est une société open core, il va falloir respecter cet engagement open source. Mais en gros, cette communauté, elle va avoir la capacité d'attirer les contributeurs externes pour l'amélioration, pour le MCO, le MCS, donc le maintien en conditions opérationnelles et le maintien en conditions de sécurité. Et puis, donc, effectivement, ce MCS améliore toute la partie détection des bugs et la partie innovation. Il y a une notion de transparence et de confiance qui est celle de l'open source, j'en parle régulièrement sur cette chaîne, qui améliore la crédibilité de la solution. Le code ouvert inspire confiance et il permet une vérification indépendante, autonome presque de la solution, quand on a les moyens de le faire en autonomie ou par le biais d'une société tiers qui nous aide à l'intégration du logiciel. On a aussi effectivement les bénéfices du marketing viral et presque d'un marketing autonome. La réduction des coûts de marketing, le bouche à oreille, parce que les gens qui testent le logiciel en discutent, en parlent, et c'est beaucoup plus rapide avec un logiciel ou un produit gratuit. Les sujets autour de l'innovation et de la qualité. Les communautés open source contribuent à l'amélioration du code, mais elles contribuent aussi à la détection des bugs, à la proposition de valeurs supplémentaires, et donc l'émergence de nouvelles idées et une approche un peu disruptive sur la façon dont le produit est pensé, qu'on ne ferait pas forcément par soi-même. L'attraction des talents, effectivement, quand on joue vraiment le jeu de l'open source dans une société open core, on laisse du temps à ses salariés à travailler sur l'open source. En tout cas, c'est la bonne façon de le faire. Et du coup, on attire des talents qui vont considérer cette autonomie, cette liberté,
et cette capacité à pouvoir travailler au-delà des limites et des bornes que propose l'entreprise dans sa définition de produit, dans sa définition de solution, pour encore une fois être disruptif et prendre de la valeur aussi en tant qu'individu. Et puis, l'open core, c'est aussi, et peut-être premièrement, de la flexibilité de monétisation. Ça permet de diversifier les sources de revenus et de s'adapter à différents segments de marché et de proposer son logiciel sur des modalités différentes. On va voir par contre que c'est pas forcément si simple que ça. Le cœur open source, l'avantage pour les utilisateurs maintenant, là on a vu l'avantage pour l'entreprise, là on va se mettre dans la posture de l'utilisateur. Qu'est-ce que ça va nous apporter en tant qu'utilisateur ? Un point d'entrée gratuit. Et là, j'entends utilisateur en tant qu'individu, mais aussi en tant que, et peut-être surtout en tant que société consommatrice du produit. Effectivement, ma société peut tester le logiciel sans engagement financier. Je n'ai pas besoin de souscrire à un contrat de licence de test ou des modalités de période de test, ni quoi que ce soit. Je peux le tester aussi longtemps que je le souhaite, aussi librement que je le souhaite, dans l'usage que je souhaite. Et ça, c'est peut-être très important. La flexibilité et le contrôle. Je peux modifier le produit pour l'adapter à mes propres besoins sans avoir à rendre de compte à qui que ce soit, modulo effectivement certaines licences copyleft sur lesquelles l'objectif de ma modification devra lui aussi être conservé en open source. La notion d'indépendance. Je ne suis pas dépendant du fournisseur dans l'utilisation du produit. Si effectivement on est sur un vrai modèle open core, il y a donc une version communautaire du logiciel, je n'ai aucun engagement avec la société si je l'utilise, puisque ce logiciel reste open source dans sa définition la plus stricte. Accès à l'innovation, parce qu'effectivement, j'ai le bénéfice encore une fois, de l'intelligence collective. Quand je parle d'open source, je parle systématiquement d'intelligence collective et de contribution globale communautaire. Souvent très rapide. Avec cette communauté vient aussi la notion de support communautaire, l'accès à une communauté d'utilisateurs et de développeurs qui vont aller encore plus loin que ce que la société peut me proposer en termes de conseils. Et du coup, j'ai de la diversité sur les moyens d'accompagnement autour de ce logiciel. Et enfin, un des gains évidents, celui de l'open source, la transparence et la sécurité. Le code ouvert permet de vérifier l'absence de portes dérobées, de backdoor quelconque, ou de vulnérabilité cachée, intentionnelle ou non intentionnelle. Donc, la couche propriétaire. Là, on a vu effectivement rien de nouveau. Sur UltraGreen, on parle d'open source. Franchement, on est dans la définition même de l'open source. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est la couche propriétaire, c'est-à-dire le corps commercial, pour le coup. Donc, effectivement, il va donc y avoir quelque chose de supplémentaire produit par la société, les fonctionnalités, les modules, les services additionnels qui ne sont pas open source et qui seront vendus par l'entreprise. Et donc, elles ajoutent à la valeur au cœur open source, elles ajoutent une structure commerciale, une structure de service, une structure de composants additionnels supplémentaires pour répondre aux besoins des entreprises et des utilisateurs un petit peu plus avancés. Le code de cette couche n'est probablement pas open source, il n'est quasi jamais open source, puisque c'est ce qui constitue la valeur spécifique de production de l'éditeur sur sa solution open core. Et là, typiquement, ça veut dire qu'on se retrouve avec une partie du code open source, communautaire, avec une licence open source reconnue par l'OSI, et de l'autre côté, du code fermé, sous licence commerciale et sous usage propriétaire. Donc, la conjonction de ces deux choses, la couche open source plus la couche propriétaire, va permettre effectivement de générer des revenus pour l'entreprise afin de développer le produit. Si on est sur des sociétés open core vertueuses, c'est gagnant-gagnant. Parce que ça veut dire que pour pouvoir faire évoluer leur produit globalement, ils vont devoir faire évoluer le produit communautaire. Et l'apport communautaire, l'apport des développeurs sur le code communautaire, va permettre à cette entreprise de pouvoir développer encore plus son produit. Donc si l'équilibre est bien trouvé, on va voir que l'open core, c'est une recherche d'équilibre. Si l'équilibre est bien trouvé, on est sur du gagnant-gagnant. Alors, les modèles de fonctionnement et la monétisation, c'est là qu'on va voir tout le défi autour des sociétés open core. Les entreprises open core, elles monétisent
leurs offres de manière différente. Et on va voir qu'il y a 4 grands principes de monétisation sur les sociétés open core. Le premier, c'est le support et les services professionnels. C'est-à-dire finalement, pratiquement tout le logiciel est open source et la société décide de faire son business sur sa capacité à maîtriser le produit, puisque c'est eux qui en sont au cœur du développement, maîtriser le produit et proposer un support efficace et des services professionnels associés. Elle peut potentiellement effectivement proposer des services de composants additionnels, mais ça c'est ce qu'on va voir après, c'est la deuxième façon de monétiser. Elles sont pas antipodiques, elles sont pas contradictoires les unes par rapport aux autres. On va voir que les sociétés peuvent effectivement utiliser tout l'arsenal de monétisation d'une société open core. Donc effectivement, la notion de fonctionnalité avancée, on a une déclinaison communautaire et une version enterprise dans laquelle il y a des fonctionnalités avancées et qui finalement rajoute une surcouche de produits propriétaires au-dessus du logiciel open source. Ça peut être aussi des plugins ou des extensions payantes, c'est-à-dire c'est pas vraiment un enrobage complet du produit sous une version enterprise, c'est le produit communautaire avec des plugins et c'est des plugins qui sont payants. Et puis on a aussi quelque part la possibilité pour cette entreprise de le vendre par lui-même sur les principes d'un software as a service en montant des offres cloud. Et là, si vous avez regardé ma vidéo sur Redis, c'est là qu'en ce moment le terrain de conflit est le plus présent avec les gros acteurs, les gros clouders du marché. On y reviendra. Donc, si on reprend en détail ces 4 principes, support et services professionnels, l'entreprise, elle va vendre son expertise et son temps plutôt que le logiciel lui-même. C'est finalement le modèle que moi je considère le plus vertueux parce qu'on a la garantie que le code open source qui est produit par l'entreprise et le code du logiciel dans son intégralité. Par contre, effectivement, c'est pas forcément le plus rentable pour l'entreprise et le plus facile à maintenir dans le temps. Donc oui, il y a un vrai rapport éthique à l'open source. Par contre, il y a une difficulté dans l'aspect réaliste de la situation sur du long terme. Enfin, tout ça dépend de la qualité et du marché de ce logiciel et de la complexité du logiciel qui va justifier le besoin d'un support technique. Donc effectivement, ça se compose de l'aspect support technique en lui-même, avec la capacité de fournir des SLA, et les entreprises, toutes les grosses entreprises qui ont l'habitude de consommer du logiciel propriétaire vont apprécier ces principes open core en support et services professionnels, justement par la construction et la mise en œuvre d'un SLA. Le conseil et l'intégration, c'est-à-dire c'est pas uniquement assister pendant que le logiciel tourne et mis en service, c'est la capacité à aider à le mettre en œuvre. On retrouve ça aussi chez les vendeurs de logiciels propriétaires. La formation, donc effectivement on retrouve ça dans l'arsenal des supports proposés par les logiciels propriétaires. Mais la grosse différence, c'est que on peut le souscrire a posteriori et il est même finalement tout à fait envisageable de considérer ça comme quelque chose de réversible à partir du moment où on maîtrise la solution. C'est là quelque part que justement on retrouve la limite de ce principe strict de l'open core sur le fait que la conservation du marché par la société open core va être relativement difficile. Les mises à jour et les correctifs. Et là c'est pareil, c'est contestable parce que finalement les correctifs vont être livrés sur la version communautaire, quoi qu'il arrive. C'est juste peut-être construire un accès prioritaire ou exclusif à des versions plus stables et sécurisées dans des délais plus rapides pour les personnes qui sont déjà. Mais finalement, vu que le code reste souvent un code communautaire, le correctif va arriver assez vite quoi qu'il arrive. Donc ce principe-là, en lui-même, il est difficile à maintenir dans le temps. Donc la cible, c'est principalement les grandes entreprises, on l'a vu, parce qu'elles ont besoin de la fiabilité, mais au-delà de ça, de l'engagement de fiabilité et de la construction de SLA. Et puis, ils ont besoin, ces entreprises, d'assistance rapide sur leur système critique, la capacité d'avoir un acteur qui va intervenir le plus vite. Et souvent, effectivement, l'acteur le plus à même de bien intervenir sur le logiciel, c'est quand même celui qui le produit. C'est évident. On retrouve ça typiquement sur le modèle de Red Hat avec Red Hat Enterprise Linux, sur MongoDB et Elasticsearch. On va voir effectivement qu'on va retrouver un peu les mêmes acteurs sur les 4 principes qu'on va regarder ensemble. Alors, maintenant, si on regarde le principe de fonctionnalité avancée et de produit payant, c'est-à-dire un enrobage supplémentaire autour du produit open source dans une version dite Enterprise ou Pro ou Premium, de son logiciel qui inclut des fonctionnalités non disponibles dans la version open source.
On le voit très régulièrement, parce que pour le coup, ça permet de se dire, il faut quand même qu'on arrive à se différencier des autres sociétés qui sont susceptibles de produire de l'expertise sur le logiciel. C'est quand même effectivement le produit de l'entreprise, quand même, quelque part, même si c'est un produit de l'entreprise plus l'apport communautaire. Donc effectivement, ils produisent de la valeur supplémentaire. Donc c'est pertinent, parce que potentiellement, certaines entreprises, pour des facilités de déploiement, des facilités d'exploitabilité, des facilités de mise en œuvre ou d'utilisation, ou des fonctions spécifiques, peuvent effectivement apprécier ce principe-là. Et ça donne aussi un cadre, finalement, à la société OpenCore pour venir développer du code spécifique pour une entreprise qu'elle va commercialiser sous les principes d'un logiciel propriétaire sur son logiciel payant. Donc ce principe-là, il est aussi très élégant parce que finalement, il offre beaucoup de souplesse sur la déclinaison. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc souvent, on retrouve des fonctionnalités de sécurité renforcée ou d'intégration dans des écosystèmes SSO, la gestion d'accès, des outils d'audit, aller beaucoup plus loin sur... En gros, on va voir qu'on est quand même sur les principes de l'exploitabilité, de la mise en opérationnel du logiciel. Donc scalabilité, performance, donc des solutions de clustering, de la réplication, des outils d'optimisation, gestion et administration, donc des interfaces graphiques complexes pour pouvoir simplifier l'utilisation du logiciel. On voit souvent ce schéma-là. Tableau de bord ou outils de monitoring. L'intégration, la capacité à pouvoir rendre interopérable la solution dans un écosystème logiciel complexe dans une grosse société, CRM, les ERP, des outils pour du BI et ainsi de suite. Et puis des fonctionnalités spécifiques. Avec l'IA, on voit l'arrivée du machine learning, les analyses avancées, de la conformité réglementaire aussi, qui vont être très spécifiques et qui vont vraiment fabriquer de la valeur supplémentaire pour les entreprises qui vont solliciter ce mode de fonctionnement. Donc, la cible, c'est plus l'entreprise a un besoin d'utilisation complexe de son logiciel ou des besoins spécifiques, plus ce modèle est pertinent, avec des exigences de conformité ou des volumes de données importants qui vont demander une contextualisation de l'application spécifique. Là, on peut effectivement proposer quelque chose. On a un logiciel open source en modèle open core et on va faire du à la carte. On trouve effectivement sur ce marché-là HashiCorp qui est extrêmement positionné sur ce genre de choses, Confluent qui propose du Kafka avec de la valeur ajoutée, GitLab qui a une version Enterprise avec beaucoup de fonctionnalités supplémentaires. Ensuite, on va regarder le modèle des plugins et extensions payants. Donc ça, pour moi, c'est un modèle additionnel. C'est-à-dire, l'entreprise développe et vend des modules complémentaires. Elle peut très bien le faire, même si elle est sur En fait, tous ces modèles sont complémentaires. Faut bien le comprendre. Et donc, on vient étendre la capacité du logiciel cœur open source avec des plugins. Les extensions, elles peuvent être déployées par l'entreprise elle-même ou par des partenaires via une marketplace. Donc c'est souvent là où on commence à aller vers le quatrième modèle, aller vers le as a service avec la mise en place de marketplace. Et souvent on va s'apercevoir que ces mécanismes, il n'y a pas qu'avec le logiciel, si vous faites des jeux vidéo, le jeu vidéo, une partie du marché s'est transposée sur le DLC. On est un peu sur le même principe. Là, on ne cherche plus à faire la valeur sur le produit, on cherche à faire la valeur sur les extensions qui vont... vraiment créer la valeur du produit par des plugins et des composants additionnels. Donc la cible, c'est encore une fois, c'est une autre façon de proposer de la réponse aux besoins spécifiques, à des caractères de complexité aussi, qui ne sont pas couverts par la version core, mais qui nécessitent une solution enterprise complète, plus des périmètres d'extension. Ce sont des déclinaisons, tout ça, je vais être clair. On a beaucoup d'outils web qui fonctionnent comme ça. WordPress, la société Atlassian qui produit Jira, Confluence, alors même qu'effectivement Atlassian c'est pas une société purement open core, le modèle de plugin est similaire sur la mise en œuvre. Et enfin, le dernier, celui qui potentiellement est le plus problématique, c'est la mise à disposition du logiciel sur leurs propres infra-cloud en mode managé, en software as a service. Donc l'entreprise propose une version hébergée de son logiciel open source, souvent avec des fonctionnalités propriétaires, donc ça veut dire qu'elle a déjà utilisé les autres modalités qu'on a vues juste avant, et puis les utilisateurs, ils payent un abonnement pour utiliser le service sans avoir à gérer l'infrastructure. Donc ça, les entreprises en ce moment sont tout à fait friandes
de ce type de fonctionnement. Et puis, clairement, on voit que là, on est sur un marché concurrentiel. Vous vous en doutez. Qui se positionne en tant que leader sur le cloud public, sur les services et les grosses marketplaces de composants et de services au niveau du cloud public, les Amazon, les GAFAM, Google, Azure, avec Microsoft. Et forcément, c'est là où on voit que les conflits arrivent. Je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite sur Redis pour aller encore plus loin sur ce sujet et comprendre à quel point c'est pas si simple que ça et que, je l'avais dit, il n'y a pas de gentils open core et de méchants GAFAM sur le sujet, parce qu'on va voir qu'effectivement, il faut savoir trouver ce fameux équilibre. La mise en place d'une société open core, c'est une recherche d'équilibre et c'est souvent quelque chose d'assez compliqué. Donc la cible, c'est les entreprises qui préfèrent le as a service, évidemment, pour réduire la charge opérationnelle et puis bénéficier de solutions clés en main, managées, avec un engagement de service managé, pour le coup. Donc là, c'est marrant de voir qu'effectivement, on va retrouver tout le monde. Tout le monde cherche effectivement à aller occuper les parts de marché et aller se positionner sur la capacité. Finalement, on voit que les open core, elles vont chercher à décliner sur les 4 modèles que je viens de présenter. Et au final, ça permet de faire en sorte que ils se retrouvent pas dans une situation à ce qu'on consomme leur logiciel sans eux. Et ce qui est logique en même temps. Alors les risques et défis pour l'entreprise. Le fameux équilibre. Une structure open core, c'est une structure extrêmement complexe à mettre en œuvre d'un point de vue équilibre, qui demande une grosse maturité sur l'open source, une vraie compréhension de l'open source, parce que trop d'open source, ça va être une difficulté à monétiser et à créer de la valeur pour l'entreprise, et trop de propriétaires, ça va être un risque, comme on l'a vu sur ce qui s'est passé sur Redis, d'aliéner la communauté open source et de perdre l'avantage de l'adoption, parce qu'au final, on ne respecte pas la promesse initiale de vouloir être une entreprise en modèle open core. La concurrence des fournisseurs cloud, c'est un énorme problème. Les géants du cloud peuvent proposer des services managés basés sur le logiciel open source qu'une entreprise a fabriqué, et finalement, cette fois-ci, l'équilibre est à rechercher du côté de la société du clouder pour savoir contribuer au projet et ne pas venir reconstruire. Mais par contre, quand les sociétés ont finalement, les sociétés open core ont des revirements sur les modalités de licence, ils donnent des motifs, des raisons aux clouders, aux hyperscalers de venir finalement faire des forks. Encore une fois, j'en ai largement traité sur la vidéo sur Redis, n'hésitez pas à aller la voir. Mais voilà, on est encore sur le principe d'équilibre. La difficulté à convaincre de payer. Oui, c'est un fait. C'est-à-dire que quand on utilise un logiciel et qu'il est open source, on pourrait croire qu'il est gratuit. Ce qui est gratuit, oui, il est gratuit, c'est un fait. Par contre, si c'est un logiciel complexe, on va avoir du mal à l'utiliser. Donc, tout va dépendre de ce qu'on essaye de mettre en open core. Si le logiciel est trop facile à utiliser et complètement open source, c'est même pas la peine d'envisager de faire du business dessus. Disons qu'il va falloir... il va falloir aller chercher dans les 4 types de modèles que j'ai exposés et donc aller potentiellement faire du plugin ou faire de la fonctionnalité avancée qui, elle, va pas être en open source. Je suis un défenseur de l'open source, mais je suis aussi un défenseur de l'économie d'un pays ou de l'économie des entreprises, de se dire, une entreprise, elle marche pas à l'eau minérale à un moment, il faut être raisonnable. Et pour que le logiciel puisse durer dans le temps, il faut que les gens qui le produisent gagnent leur croûte. Et s'ils gagnent pas leur croûte, ça marche pas. Et tout ne peut pas systématiquement être répondu sur les principes du développement complètement libre. Ce qui est très bien dans le modèle open source et dans le modèle open core pour le coup, c'est le fait qu'on soit capable de se dire quelque chose qui a une valeur globale, un commun global, on cherche à le laisser open source. Et que par contre, quand on arrive à identifier de la valeur spécifique, on fait de l'argent sur la valeur spécifique. Très bien. Gestion de la communauté. Ce fameux équilibre fait que il faut peut-être encore plus que sur des logiciels purement communautaires, faire des efforts constants pour que la communauté soit active et positive parce qu'elle y trouve son compte. Donc là, il faut trouver encore une fois, le bon compromis.
La complexité des licences. Oh ben, on l'a bien vu, hein, les mécaniques de double licence, bon, ça fonctionne, on le voit. Hein. C'est les revirements qui posent problème et qu'il va falloir vraiment gérer et éviter même pour le coup. Et puis, la perception de bait and switch. On a l'impression de venir appâter et puis finalement faire du revirement. Il faut surtout pas que ce soit ça. C'est pas j'appâte comme un fou et je tire ma ligne une fois que c'est bien appâté. Et de finalement ne plus être une société open core. Donc il faut faire attention de bien respecter son engagement initial. Parce que de toute façon, ça sera perdant-perdant. Les entreprises qui finalement ont fait ces revirements de licence, toutes, elles reviennent en arrière. Alors effectivement, elles l'ont fait parce qu'elles étaient mal à l'aise avec la partie as a service. Peut-être que la licence AGPL leur donne des solutions sur ce genre de fonctionnement. Donc effectivement, hein, on le voit, hein, tous les logiciels en ce moment qui se positionnent, où les sociétés open core se positionnent sur le as a service, bah, elles regardent très sérieusement une licence, la licence AGPL qui va leur donner un cadre supplémentaire de contrôle sur la partie as a service. Alors, les risques et défis pour l'utilisateur. On va regarder, encore une fois, on se remet dans la position de l'utilisateur. Dans les risques, fonctionnalité limitée du cœur. Ouais, est-ce que la promesse de la société open core est bonne et est-ce que le bon compromis entre version open source et version propriétaire est réel ? Pour moi, un logiciel fourni en open core, il faut quand même que ce qui est proposé en open source soit un MVP, un minimum valuable product, quelque chose d'autonome, de suffisant. Et que, effectivement, il n'y ait pas 50% de la valeur qui soit mise en propriétaire, sinon on n'est plus open core, en fait. Alors, les dépendances subtiles, hein, si les fonctionnalités, finalement, deviennent propriétaires pour utiliser le logiciel open source, et que l'utilisateur peut se retrouver bloqué dans un écosystème du fournisseur, là on n'est plus non plus dans la promesse de l'open core. Donc au final on est en train de consommer un logiciel propriétaire. Les confusions des licences. Effectivement, la problématique autour des licences, elle est ultra compliquée et puis ça va être encore plus compliqué pour l'utilisateur. Donc dès qu'on ne comprend pas la façon dont le produit est mis en licensing ou double licensing, on n'y va pas parce que c'est trop compliqué. Les évolutions du produit. La direction du produit, l'orientation du produit, là, on va voir qu'elle est plus dictée par les impératifs commerciaux de l'entreprise, pour le coup, que dans un logiciel communautaire, open source communautaire, et que potentiellement, on s'aperçoit que la core team du produit, ça reste l'entreprise, et que même sur la structure communautaire du produit logiciel, ils vont pas forcément accepter de merger et ainsi de suite, et finalement pas être dans la vraie promesse d'un logiciel communautaire. Mais enfin, il faut quand même voir qu'un projet open source n'est pas forcément un projet démocratique. Hein. J'en tiens pour preuve certains projets, certains forks de BSD, notamment Net ou OpenBSD. Les gouvernances de ces systèmes ne sont pas des structures démocratiques. Les coûts imprévus. Alors effectivement, on est face à un logiciel où on va avoir des plugins, on va avoir des coûts additionnels qu'on n'a pas forcément mesurés, et finalement on se dit tiens, ouais, le logiciel est top, mais si je veux l'utiliser correctement dans mon cadre à moi, dans mon entreprise à moi, dans mon intégration du SI, je suis obligé d'avoir tel plugin ou telle fonctionnalité supplémentaire, et là, elle n'est pas open source. Après, il faut être raisonnable. Si on avait eu un logiciel propriétaire, on a exactement la même problématique, sauf que du coup, on a évité le coût de la structure core open source du logiciel. Donc, je modère quand même ce dernier point. Alors, je vais conclure. Et en conclusion, moi, je ne suis pas du tout un détracteur du modèle open core, parce que je considère que, encore une fois, c'est aussi une autre façon de démocratiser du logiciel open source. C'est évident, et je le redis, que les gens ont besoin de manger et puis qu'une entreprise ça fonctionne pas à l'eau minérale, donc à un moment tout travail mérite salaire, et que ça fait partie de l'arsenal des entreprises pour justement réussir à produire de l'open source tout en continuant à dégager de la valeur pour l'entreprise elle-même. Et l'enjeu va être vraiment de trouver le bon équilibre pour la viabilité économique de l'entreprise et justement être capable de bien comprendre les enjeux et de l'open source et des spécificités du modèle open core. Donc j'insiste, cet équilibre
sur ce qui va être monétisé et ce qui va être mis en version communautaire, il est compliqué à contrôler dans le temps, mais c'est tout l'enjeu des sociétés open core. Et voilà, je suis pas le seul à considérer que c'est un modèle pertinent, hein, malgré tous les défis qu'on a évoqués, hein, toutes les problématiques que j'ai évoquées. L'open core, c'est le modèle dominant en ce moment dans les logiciels d'entreprise, et qui prouve que l'innovation open source, elle peut coexister avec une structure commerciale et des succès commerciaux significatifs. Donc je vous remercie, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo sur Ultra Green.